Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Alors, c'est André Pelchat qui vous souhaite la bienvenue, toujours en compagnie de mon complice Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, c'est arrivé souvent dans nos émissions qu'on faisait des sujets qui avaient absolument aucun rapport entre eux, mais il faut dire que ces jours-ci, on s'est surpassé. Parce que nos sujets n'ont vraiment rien à voir ensemble. Alors, petit florilège de sujets variés pour les prochaines semaines. Et puis, c'est aussi 4 émissions un peu supplémentaires. Un peu spéciales, en supplémentaire. Voilà, on joue en prolongation. En prolongation. Alors, à la demande générale, j'imagine. Donc, moi, je vais vous parler... D'abord, toi, tu vas nous parler d'un sujet un petit peu... Gazeux, léger, oui, c'est ça. Oui, aérien. c'est ça. Oui, comment on en vient à parler du pet le plus mortel de l'histoire? Je vais vous expliquer pourquoi, comment j'en suis venu à choisir ce sujet, et je vais vous conter l'histoire. Oui, alors j'en suis fort anxieux d'entendre ça. Anxieux. C'est ça. Alors... moi, j'ai décidé pour une fois, parce que j'ai beaucoup négligé dans l'émission l'histoire régionale et locale un petit peu. Alors, j'ai décidé de faire un sujet vraiment local. Je vais parler du premier colon de la région d'Arthabasca, Charles Beauchesne. Alors, c'est le premier colon d'Arthabasca, parce qu'on parlait d'Arthabasca à l'époque, la région. D'ailleurs, d'où vient le nom Arthabasca? Ça vient d'un monsieur John Gregory, qui avait fait fortune dans la traite des fourrures dans la région d'Athabasca, dans le nord-ouest, les territoires du nord-ouest actuels, et là, du fleuve Athabasca. Et il a demandé une concession de terre, parce que dans les années 1790, le gouvernement britannique donnait des concessions comme ça à des gens particulièrement bien en vue, qui leur permettait ensuite de vendre les terres pour faire un revenu. Et John Gregory avait des bonnes connexions, apparemment. Donc, il a demandé une concession en 1795. Il a eu la plus grande partie de la région ici, et il a appelé ça Athabasca, du nom de l'endroit où il avait fait sa fortune. Puis quelqu'un, un scribe quelconque, a rajouté un R, s'est trompé, a rajouté un R, et c'est devenu Arthabasca, qui est originellement un mot cri, qui vient donc complètement du nord-ouest du Canada, bien loin d'ici. Ça veut dire là où il y a des joncs et des roseaux. Alors donc, c'est une région marécageuse, le bassin du fleuve Athabasca. Donc, la région, John Gregory demande une concession de terre. Il va obtenir des lettres patentes pour ça en 1802. Entre-temps, on a fait arpenter le territoire par Joseph Bouchette, l'arpenteur général, parce que c'était pas fait au moment où John Gregory demande des terres. Il meurt, il décède, M. Gregory, en 1817. C'est son fils Georges qui va hériter du canton. On va en reparler plus tard de lui. Donc, arrive Charles Beauchesne. Charles Beauchesne est né à Bécancour en 1792. Son père s'appelait également Charles Beauchesne et sa mère Agathe Deshaies. C'est une famille extrêmement pauvre et il a donc été en fait obligé de partir de chez lui à l'âge de 7 ans parce que ses parents étaient trop pauvres pour l'entretenir. Il a habité chez un de ses oncles jusqu'à 11 ans. Là, on devine qu'il a servi de main-d'œuvre sur la ferme familiale. À 11 ans, il a fait sa communion solennelle et là, après ça, il a pu retourner chez ses parents. Donc, Charles est né dans une famille très pauvre, dans les seigneuries. Il faut comprendre qu'à l'époque, lorsque les Britanniques ont conquis le Canada en 1760, ils ont gardé le régime seigneurial là où il existait des seigneuries, mais ils n'en ont pas créé de nouvelles. Alors, les nouveaux territoires, comme celui demandé par John Gregory, n'étaient pas des seigneuries. On devait simplement acheter sa terre, puis on était propriétaire de sa terre, comme on connaît aujourd'hui la propriété, ce qu'on appelait à l'époque en franc comme un socage. Alors, ça créait donc deux régimes légaux au Canada. Donc, Charles Beauchesne grandit, lui, dans la seigneurie de Bécancour. En 1812 arrive la guerre avec les États-Unis. On se souvient que le gouvernement Harper en a beaucoup parlé il y a quelques années. Donc, les Américains tentent d'envahir le Canada et on enrôle le plus de soldats qu'on peut. Charles Beauchesne s'engage dans les voltigeurs. Il va être sous le commandement, donc,
de Charles-Michel de Salaberry, ce qui va l'amener à livrer de participer à une des batailles les plus importantes de la guerre à Châteauguay, sur le bord de la rivière Richelieu, où une petite force de quelques centaines de soldats, de miliciens canadiens commandés par Salaberry, vont réussir à repousser une armée américaine beaucoup plus importante. Et donc, il va rester mobilisé pour la durée de la guerre, va être de retour au village en 1814. Et en 1819, il va se marier avec une certaine Marguerite Levasseur, qui va lui donner 9 enfants. Elzéar, Néré, Cyril, Urbain, Zoé, Rose de Lima, Scolastique, Joseph et Charles. Donc, aussitôt marié, il va s'engager comme traversier sur la rivière Bécancour. C'est-à-dire qu'il va avoir un bac. Il va opérer un bac qui va faire la traversée pour le moyennant finance, évidemment. Et il va faire ce métier-là pendant 12 ans. Et ça va lui permettre de se ramasser un petit capital. Et éventuellement, il va réaliser le rêve de tout paysan à l'époque. Il va acheter sa propre terre à Gentilly en 1831. Donc, on est toujours sur une seigneurie à cette date-là. Et c'est là que va venir la mauvaise surprise. Il s'installe sur sa terre. Il y a de l'argent pour acheter les instruments puis tout ce qu'il faut. Sauf que, quelques mois plus tard, un huissier vient le voir et lui apprend que la terre a des redevances est grevée de redevances seigneuriales non payées. C'est-à-dire que le propriétaire précédent est parti sans avoir payé des redevances seigneuriales, donc ce qu'on devait payer au seigneur depuis des années. Alors lui, toutes ses épargnes vont passer sur le paiement des dettes. Alors c'est vraiment là, c'est la catastrophe en fait, là, parce que là, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus aucun capital. Alors il décide d'avoir sa propre terre et c'est là qu'il va prendre contact avec un dénommé Olivier Morissette, qui est un engagé sur les terres à l'époque et qui, lui-ci, rêvait d'aller s'établir sur une terre. Alors, ils partent, remontent la rivière Bécancour puis la rivière Nicolette et viennent s'installer ici, dans une région qui n'est pas dans les seigneuries. Donc, ils disent, si on prend une terre, elle sera à nous, et c'est tout. Donc, il arrive à Arthabasca le 18 mars 1835, donc au printemps, accompagné de Morissette. Ils ont un cheval, une voiture, une hache, 16 piastres en argent et quelques meubles, c'est tout ce qu'ils ont avec eux. Alors, la première nuit, ils vont dormir à la Belle Étoile dehors au mois de mars, sur la neige. Ça ne devait pas être ce qu'il y avait de plus confortable. Et le lendemain, ils vont se construire une cabane de Boiron. Ça va être le début de l'établissement d'Arthabasca. Mais très rapidement, va arriver des gens qui avaient le même projet qu'eux autres. 16 nouveaux colons vont arriver, dont un certain Joseph Lavigne avec son frère Louis Garneau qui va être leur chef. Ils arrivent de Gentilly et de Grondines, eux autres aussi. Eux autres aussi veulent partir. Il faut dire qu'à cette période-là, les exigences des seigneurs devenaient de plus en plus élevées. Ils demandaient de plus en plus des rentes, ils exigeaient de plus en plus de choses parce que les seigneuries commençaient à être très, très peuplées. Alors, pendant longtemps, les seigneurs avaient été obligés d'être sous le régime français, puis même au début du régime anglais, les seigneurs étaient obligés d'être accommodants avec leurs censitaires parce qu'il manquait de gens pour s'établir sur les terres. Mais là, c'est plus le cas à ces dates-là. Et c'est là que les Canadiens français vont commencer à quitter les seigneuries pour s'en aller vers les cantons de l'Est, vers le lac Saint-Jean et d'autres régions qui font pas partie des seigneuries pour échapper un petit peu à ces obligations-là. Donc, Beauchesne étant venu le premier, va avoir le choix du premier lot de terre. Il va s'établir sur la rive sud de la rivière Nicolette, branche sud-ouest, à peu près à 10 arpents de l'église d'Arthabasca actuelle. Et là, il va aller chercher sa femme et ses 6 enfants à Bécancour. 6 de ses enfants, on sait qu'il y en a eu 9, mais ils n'avaient pas encore tous les 9 à ce moment-là. Et en 1844, il va les amener ici, le 18 mars. Et là, plutôt non, en 1835, mais en 1844, il va s'établir, il va commencer à défricher, il va développer sa terre. En 1844 arrive la deuxième mauvaise surprise. Un notaire de Nicolet, Jean-Luc Cressy, se présente
de la part de George Gregory et lui dit que tu vas être obligé d'acheter le terrain au prix de 37 livres et 10 chelins, somme considérable à l'époque que Charles Beauchesne n'avait pas. Donc, il va étirer, si on peut dire, et s'arranger pour payer seulement une petite partie, mais il ne sera jamais, finalement, pleinement propriétaire de sa terre. Comme je dis, malgré ça, il va vivre une longue vie. Il va vivre il va décéder seulement en 1883. Son épouse est morte en 1867. Donc, c'est quand même une longue vie. Il va avoir le temps de voir le secteur se développer. Une première messe va être dite à Arthabasca en 1838. Le premier missionnaire s'appelle Olivier Larue. Et le premier curé, c'est bien sûr le curé Suzard, va arriver en 1851. Entre 1838 et 1851, c'est des missionnaires itinérants qui vont passer dans le secteur. Donc, en 1851, avec l'arrivée d'un curé, on érige une paroisse, sa première institution, si on veut, et en 1855, les citoyens vont se réunir pour la première fois pour former un conseil. L'influence du curé Suzard va se faire sentir rapidement. Il va obtenir du dit conseil, l'année suivante, un règlement pour abolir la vente des boissons alcoolisées. Ça, j'aurai l'occasion d'y revenir, parce qu'à un moment donné, on va parler de la prohibition. Mais le règlement, ça ne durera pas longtemps à Arthabasca. L'année suivante, il va être aboli. Et en 1858, on va élire le premier maire, qui s'appelle Adolphus Stein, qui était un commerçant originaire de Leipzig en Allemagne. Il faut le faire partir de Leipzig en Allemagne pour devenir maire d'Arthabasca, premier maire d'Arthabasca. Et il va éventuellement se désister parce que quand on va faire le tracé, il va se trouver que sa propriété se trouve en dehors du territoire de la municipalité. Et c'est un dénommé Nathaniel Brown qui va lui succéder. Et finalement, le maire Foisy, en 1858, Louis Foisy, dont la famille est encore bien présente dans la région. Et le village va être incorporé en 1858. Et en 1861, on va séparer Victoriaville d'Arthabasca à cause du chemin de fer qui va passer ici dans la plaine. Finalement, Arthabasca était plus dans la montagne. Le chemin de fer va passer dans la plaine et beaucoup de gens vont venir s'installer autour. Ça va faire comme 2 centres-villes. On va décider de les séparer. Et on sait que c'est dans les années 90 que les deux municipalités vont se réunir à nouveau et retrouver un peu le territoire qu'ils avaient au début, finalement. Donc, c'est ça un peu l'histoire de Charles Beauchesne, un individu qui a connu une vie assez difficile, mais qui a fait preuve de résilience, en tout cas, et il a eu la persévérance de rester sur cette terre malgré le harcèlement du propriétaire éminent qui était Monsieur Gregory. C'est lui qui avait envoyé le notaire oui, la deuxième fois? George Gregory, le fils de John, qui avait envoyé le notaire, effectivement. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres qui se sont fait faire comme ça? Lui, il était sur l'impression que ces terres-là étaient disponibles sans qu'il y ait à les acheter. Arrive un notaire une bonne journée, une fois que tu es installé, eh bien, les choses n'ont pas changé. C'est encore de l'immobilier sauvage. Oui, tout à fait. C'était... et encore ici, là, c'était un peu peut-être... Gregory n'a peut-être pas eu tout ce qu'il voulait parce qu'il n'était peut-être pas aussi bien organisé qu'à d'autres régions où c'était des compagnies, carrément, qui avaient ça. Et eux, ils n'en laissaient pas passer une, si on peut dire. Alors, mais Charles Beauchesne a réussi. Et aujourd'hui, il y a une rue qui porte son nom. Il le mérite bien à Victoriaville. Alors, voilà. Pionnier. C'est ça. Alors, ça, c'était mon sujet pour cette semaine. Décidé de parler un petit peu d'histoire locale, ce que je ne fais pas souvent. Mais toi, tu vas nous parler d'un phénomène universel. Eh oui. Et puis surtout aussi, comment on en fait aborder un sujet comme ça. Dernièrement, j'étais en train de faire une recherche pour un autre sujet dont on a parlé, c'est-à-dire le submersible, le sous-marin qui a été coulé par sa toilette. Oui. En même temps, l'intelligence artificielle de Google me proposait d'autres sujets. Et voici que je vois passer le titre du pet le plus mortel de l'histoire. Ouais, par curiosité aussi, puis surtout par le fait qu'on avait parlé récemment, toi et moi, qu'on cherchait des sujets plus légers pour la période que l'on traverse présentement. Puis j'avais essayé de
me diriger un peu vers l'humour. Soit dit en passant, l'humour, c'est un sujet d'une vastitude incroyable. Des traités ont été écrits sur le sujet depuis l'Antiquité, et puis c'est... ce que je cherchais en réalité, c'est la genèse du rire, les blagues les plus anciennes, et voilà que je tombe sur cette histoire ici que je vais vous raconter. N'est pas si drôle que ça si on considère la façon dont ça a fini. Non, définitivement. C'est pas tellement le résultat qui est drôle comme le thème du point de départ. Alors, en 44 avant Jésus-Christ, à Jérusalem, c'était le temple de Hérode Agrippa. Oui, le temple d'Hérode. D'Hérode à l'époque. Et puis, lors de la fête de Pâques, évidemment, Jérusalem se remplissait, doublait pratiquement sa population de tous les pèlerins qui venaient, entre autres, et puis ceux qui venaient participer aux célébrations religieuses, sans parler du personnel du temple et des habitants de la ville. Donc, on se retrouvait avec plusieurs milliers de personnes là, qui étaient un peu partout, mais surtout concentrées dans le temple qui était le centre de la vie sociale et puis religieuse. C'est évident, c'était un immeuble très, très vaste et puis qui était une merveille qui attirait les gens là, partout alentour. Mais les Romains, pour eux autres, ce qui n'était pas romain à l'époque était considéré comme barbare. Et puis, oui, parce qu'il faut rappeler que la Palestine était occupée par les Romains. Exactement. La Judée, comme on disait. La Judée, et puis il y avait aussi cette attitude méprisante qui était un peu omniprésente. Et puis là, il y a des gardes qui sont postés durant les fêtes religieuses pour éviter les désordres. Il faut dire aussi qu'il y avait cette attitude méprisante de la part des Romains, mais du côté des Juifs, il y avait une intolérance totale à tout ce qui n'était pas leur religion. Exactement, là. Puis c'est ce mélange de choses-là qui va faire justement exploser les choses. Il y a un compte-rendu d'un historien juif du nom de Joséphus. Oui, Flavius Joseph. Oui, qui a raconté ça environ 45 ans plus tard, mais il y avait quand même mémoire de l'événement, ça a dû être assez frappant. Alors, imaginons cet angle, et puis les soldats romains sont de faction en haut des murs. Il y en a un dans le groupe qui est probablement très, très, très irrité d'avoir à faire du piquet devant des gens qui considèrent inférieurs et justement aussi qui sont là dans toutes leurs pompes, leurs célébrations, puis qui ignorent totalement leur présence. Il faut penser que quand on regarde une cérémonie religieuse et qu'on comprend pas la langue et que c'est pas notre religion, on perd intérêt. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire celui-là là, dans un geste absolument de dérision absurde? Il va baisser son froc et exposer son derrière, ce qu'on appelle mouner aujourd'hui. Oui. Et puis, notre écrivain va dire qu'il va s'accroupir et parler de la seule façon qu'un homme dans sa position peut s'exprimer. Alors, disons qu'il a répondu par la bouche de son canon, pour rester dans le domaine du poli. Alors, la réaction, a été aussi brutale qu'instantanée. Ça a été un mouvement de foule. On a crié au sacrilège doublé de blasphème, de scandale. On a commencé à lapider les soldats romains, ce qui est certainement pas une bonne décision à prendre, surtout qu'eux autres n'entendaient vraiment pas à rire, là. Et puis, c'est le début, évidemment, d'une émeute. Alors, un groupe qui représente les prêtres et puis aussi la ville de Jérusalem se dirige vers le procureur romain. Le procureur romain, ben, comme son nom le dit, c'est lui qui gère toute Jérusalem, l'administration et surtout l'armée. Oui, et la justice. Et la justice. Alors, on envoie ces gens qui sont vraiment là en furie voir le procureur du nom de Cumanus, qui aurait pu s'appeler Caligula Minus, finalement. Puis lui, au lieu de réagir en administrateur, il panique totalement. Il a peur à sa personne. Alors là, il va envoyer la cohorte, c'est-à-dire toutes les forces armées en renfort à ceux qui sont déjà au temple.
Là, l'émeute est en plein essor. Les soldats vont rentrer dans les cloîtres du temple et puis aussi dans le sanctum. Ceux qui vont résister vont être évidemment massacrés, passés au fil du glaive. Ceux qui tentent de fuir vont être battus à coups de pieds, vont être maltraités de toutes les façons imaginables. Disons que probablement que les soldats romains en ont profité de l'occasion pour se défouler. Ça me fait cette impression-là parce qu'on n'est pas rendu à la fin encore. Évidemment, un mouvement de foule va se créer. Là, la question que je me suis posée au fil de l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé aux soldats romains? C'est quoi son nom? Est-ce qu'il est dans cette émeute-là? Où est-il? Mais finalement, il a été avalé par l'histoire. Dans la confusion. Son pet résonne encore. Mais alors là, le mouvement de panique. La population qui tente de monter vers le temple rencontre ceux qui fuient en état de panique avec les Romains en plus qui le courent après avec les soldats. Il va fin pour tout lorsque la poussière va retomber. Ça va avoir fait 10 000 morts selon les dires de notre ami Joséphus. 10 000 morts pour une flatulence, je crois que c'est le record. En tout cas, elle va vraiment passer à l'histoire comme le pet le plus mortel, mais ça n'a pas été non plus le seul pet célèbre de l'histoire. On va sauter un millénaire et puis on va oublier le soldat, de toute façon, anonyme, qui ne passe à l'histoire que par un pet. Ça aurait pu, exactement. Il y en a d'autres d'ailleurs, ce ne sont pas les premiers. Edward de Vere, 17e comte d'Oxford, lors d'une rencontre avec sa souveraine, la reine Élisabeth première du nom, fille d'Henri VIII. Alors là, il va faire une profonde courbette devant sa majesté et ce qui devait arriver arriva. Il va laisser échapper un bruit qui va résonner jusqu'au fond de la cour du palais. Ça, c'est un faux pas. C'était pas acceptable à la cour, ça devait arriver, mais voilà que notre comte d'Oxford va s'exiler pendant une période de 7 ans. Et puis, là, un jour, il va décider de revenir et il va rencontrer la reine qui va lui répondre. Il dit, « Ah, Lord, j'avais complètement oublié le pet avant de vous revoir. » Alors, voici l'histoire de la première phase de pet de l'histoire. Il y a la célèbre aussi histoire d'Abou Hassan qui a connu à peu près le même sort, mais lui, c'était pire parce qu'il est parti pendant 10 ans. Lors de son retour, et puis il s'est déguisé en derviche, là, parce que ça se passait dans la péninsule arabe, là. Et puis il est retourné dans sa ville où il était un prestigieux marchand qui avait marié la fille du plus riche. Et puis durant son mariage, il a commis l'impair de laisser, lorsqu'il s'est levé pour sa nuit de noces, échapper cette horrible flatulence. Et voilà qu'il entend une mère qui dit à sa fille qui veut savoir son âge pour se faire tirer la bonne aventure, qu'elle est née le soir où Abou Hassan a pété. Alors là, il comprend que maintenant, son pet est devenu une date. Elle ne sera jamais oubliée dans l'histoire. Et puis, il va retourner en exil et mourir à l'étranger. D'ailleurs, des flatulences... À l'opposé de ces deux histoires-là, il y a l'histoire de l'empereur Claude qui, durant un banquet dans les années 50 après Jésus-Christ, l'empereur organise un grand banquet à Rome. Et là, il y a un invité qui a envie de péter, mais qui ne veut pas le faire parce qu'il est devant l'empereur, ça se fait pas devant l'empereur, et qui se retient, et qui va en être malade. Et là, quand Claude demande ce qui se passe et on lui explique, il va en être très ému. Il va même faire adopter une loi par le Sénat pour préciser que oui, on a le droit de péter même quand l'empereur est là. Lui, d'ailleurs, qui avait enduré des tourments de la part de Tibère, entre autres, et puis de Caligula, qui justement lui faisait subir des hontes du même type. Alors, c'est compréhensible, mais très bonne histoire aussi. Et puis, je vais quand même compter la plus vieille blague enregistrée de l'histoire. Ça, évidemment, quand on parle d'écriture ancienne, c'est les Sumériens qui vont remporter la palme en Mésopotamie avec leurs tablettes. Alors, voici l'histoire en question. Voici quelque chose qui n'est jamais arrivé depuis la nuit des temps. Une jeune femme qui ne pète pas quand elle s'assit sur les genoux de son mari. Et voilà la joke qui faisait se bidonner les Sumériens v'là presque 2000 ans.
Et plus. C'est dire que l'humour, ça change. Et oui, la parce sensibilité, là. Mais encore là, on pense aux blagues juste des générations précédentes. Par exemple, nos pères, nos grands-pères, on les trouverait plus drôles aujourd'hui. Là, je voulais vous conter des blagues de l'histoire, comme Rabelais, entre autres, Mozart, qui était un peu scatologique, Geoffrey Chaucer dans les contes de Canterbury, Benjamin Franklin, Fard Proudly, Mark Twain, Sarah Silverman. Le championnat du monde en Finlande, et l'histoire des pétomanes de tout acabit qui ont, empesté l'histoire, on pourrait ainsi dire, mais ça peut être une autre émission sur le sujet. Au 18e siècle, il y avait même une société en Angleterre, un genre de club, qui s'appelait la Société des Francs-Péteurs et qui organisait des activités, mais souvent des repas, des parties de cartes, etc. Sauf que le règlement précisait qu'on devait péter pendant leurs activités. C'est pour dire divertissement musical. Oui, c'est ça. Donc, j'imagine que pour aider, il y en a qui devaient manger beaucoup de fèves au lard ou de haricots pour être sûr d'être capable de comment dirais-je, de suivre le règlement. Toutes sortes de spécialisations, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Celle-là, effectivement, c'est... surprenant, mais on va voir d'autres choses dans l'histoire. C'est ça, mais en tout cas, c'est heureusement qu'on a pu aborder ce sujet sans être obligé d'avoir les odeurs. Et voilà, bien dit. Alors, ça va terminer notre émission pour ce soir. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pelchat qui vous dit bonsoir et à la semaine prochaine pour une autre émission d'Histoire à dormir debout. En attendant, restez à l'antenne de TVCBF. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Et il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Un, les codes d'écoute sont assez bonnes, puis deux, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV pour parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de Schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi.